peut-être m'introduire un peu. Non, ça a été quoi le projet dont je vais vous présenter quelques résultats ce matin. Donc, je suis en fin de doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et j'ai mené pendant 4 ans, en 2019 et 2023, une enquête de terrain à Parc Extension, qui est un quartier au centre-ouest de Montréal, caractérisé entre autres par un taux de pauvreté assez élevé, puis une population qui est issue d'immigration récente, là, voire très, très récente, là, dans les 2, 3 dernières années. Un type de population qu'on voit de plus en plus souvent à Parc Extension, c'est des personnes issues de l'Asie du Sud, donc beaucoup Inde, Pakistan, Bangladesh, qui viennent souvent avec un statut de réfugiés ou demandeurs et demandeuses d'asile. Et puis, au fond, leur situation, au-delà de la pauvreté, s'accompagne de plein de barrières aussi qui peuvent aggraver leur précarité. Les barrières linguistiques, c'est des personnes qui souvent s'expriment plus en ourdou, en punjabi, en hindi, ont une maîtrise assez limitée de l'anglais et du français, ce qui limite considérablement, je veux dire, leur capacité à accéder aux services, à connaître, apprendre ou à défendre leurs droits. Donc ça, c'est un enjeu majeur. La crainte aussi de ne pas obtenir la résidence permanente ou d'être déporté est une entrave évidente, là, je veux dire, à l'accompagnement pour la défense de leurs droits, puis à leur participation des processus d'action collective. Donc, je dirais par extension, ce quartier-là dans lequel j'ai mené mon terrain est un quartier caractérisé par des taux de pauvreté élevés, par une population issue d'immigration récente, mais aussi par un processus de gentrification qui s'accélère beaucoup depuis que j'ai commencé mon terrain en 2019. Ça avait coïncidé avec l'ouverture d'un nouveau campus de l'Université de Montréal, le campus 1000, qui est finalement immédiatement au sud du quartier. Puis ce qui s'observe actuellement, c'est l'arrivée d'une population étudiante plus nantie que, disons, les résidents et les résidentes là, de plus longue date du quartier. C'est dans ce contexte-là que j'ai mené une étude en partenariat avec 2 organismes communautaires dans le quartier. Donc, d'une part, le comité logement. J'ai soutenu le comité d'action de Parc Extension avec leurs activités à différents titres, avec la mobilisation, d'une part, donc plus un peu le volet action collective, aussi avec le soutien aux locataires pour la défense de leurs droits, notamment au tribunal administratif du logement. Donc, un premier organisme avec lequel j'ai collaboré pour ma thèse était le comité logement. Le deuxième, c'est un groupe qui développe notamment du logement communautaire qui s'appelle le Brique par Brique. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'aimerais offrir peut-être des réflexions en rafale pour animer la conversation ce matin autour de 3 axes principaux. J'aborderai la question des modèles de développement, qui est un concept qui a été travaillé beaucoup au Québec, notamment par l'entremise du CRISE, hein, du Centre de recherche sur les innovations sociales, puis autour un peu des travaux notamment de Benoît Lévesque, qui joue un rôle important sur la théorisation du modèle de développement québécois. J'aimerais offrir quelques pistes de réflexion là-dessus sur la base de cette recherche-là. Peut-être après aborder quelques éléments sur ce qui permet à un groupe de développer une capacité d'action collective, puis après les usages possibles de cette capacité d'action collective à partir des... Puis j'aimerais analyser un peu ces éléments-là à partir des concepts de travail relationnel puis de flexibilité stratégique. Donc, j'y reviens sous peu. Puis, je conclurai avec quelques réflexions aussi sur la question de la recherche et le rôle que les chercheurs et les chercheuses ont pu jouer, non seulement pour éclairer certains phénomènes sociaux, mais des fois aussi pour accompagner des groupes, puis finalement participer à des processus de changement social, ou permettre une amélioration des conditions de vie, ou permettre une résolution de problèmes finalement sur le terrain, au-delà de simplement l'analyse ou la meilleure compréhension de différents phénomènes sociaux. Donc, pour revenir sur le premier axe, les modèles de développement, donc, il y a une recherche assez foisonnante, je disais, au Québec sur l'émergence d'un modèle québécois, dont une des clés de voûte serait le partenariat. Il y a cette idée qu'à partir des années 80, il y a une crise du modèle fordiste au Québec comme ailleurs. Mais ce qui caractériserait le Québec, c'est qu'à partir des années 80, et à plus forte raison dans les années 90, on aurait assisté à l'émergence d'un modèle où que l'État se situe plus en surplomb par rapport aux groupes organisés de la société civile, mais cherche plutôt à être, en fait, compte stratège et partenaire, à s'entourer finalement du milieu syndical, par exemple, du milieu coopératif, du milieu des organismes à but non lucratif, du milieu communautaire aussi, pour identifier des pistes de solutions innovantes, finalement, pour partir de la manière dont les gens s'organisent sur le terrain, puis institutionnaliser ça en permettant, finalement, de reproduire le modèle à plus large échelle. Donc, ça revient beaucoup dans les travaux que j'avais mentionnés du CRISE à l'UQAM. Mais il y a cette question-là qui traverse ces travaux-là. Ça apparaît notamment dans la production plus récente de Benoît Lévesque.
sur une possible crise du modèle de développement partenarial au Québec avec la montée d'un modèle concurrent d'inspiration plus néolibérale, qui en général est daté à partir de 2003, la première élection de Jean Charest. Ensuite, les efforts pour ce qui avait été appelé à l'époque la réingénierie de l'État, puis après ça, bon, les rondes un peu d'augmentation des tarifs. La plus connue était sans doute la hausse des frais de scolarité qui avait mené, là, on s'en rappelle en 2012, à une mobilisation importante. Et ce modèle-là continuerait finalement à gagner du terrain puis à menacer les bases du modèle de développement partenarial au Québec. Ce que j'aimerais aborder peut-être avec vous aussi, c'est ce qui m'a frappé finalement dans le cadre de ma recherche, à la fois sur le terrain, mais en lisant un peu aussi sur le contexte dans lequel a émergé ce modèle de développement-là au Québec. Moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est ce que j'ai fini par nommer une sorte de paradoxe du partenariat. Puis je ne suis pas la première personne d'ailleurs à en parler. Un concept qui circule depuis déjà quelques années, c'est celui de coopération conflictuelle. Entre autres, il y a Pascal Dufault, Jean Panet-Raymond qui en ont parlé à différents titres. C'est l'idée que le milieu communautaire, en particulier le milieu de l'action communautaire autonome, auquel on peut associer des comités logement, des regroupements comme le FRAPRU, comme le RECLAC, FRAPRU, là, qui est le regroupement qui vraiment est axé sur la promotion du logement social, le RECLAC plus sur la défense des locataires sur le marché locatif privé. Donc, il y a cette idée qu'au fond, ces groupes-là agissent à la fois comme des partenaires de l'État, reconnus, financés finalement par les pouvoirs publics, principalement provinciaux, mais en même temps sont dans une position de conflictualité, organisent souvent des actions pour sensibiliser finalement à différents enjeux, pour pousser pour certaines mesures. Et puis moi, ce que j'appellerais le paradoxe du partenariat, c'est inspiré d'un concept, le paradoxe de la social-démocratie, qui avait été élaboré par un historien américain, Robert Brenner. Puis ce qu'il va dire au fond, c'est que les institutions social-démocrates, comme les partis de gauche, les syndicats, souvent émergent de mobilisation de masse, mais une fois que ces institutions-là se stabilisent, s'établissent, ces actions-là peuvent en quelque sorte miner leur crédibilité ou nuire à finalement des alliances, des liens, des pactes qu'ils pourraient établir avec, par exemple, le patronat dans le cas des syndicats, ou je veux dire, avec les autres partis politiques, ou nuire à la présence parlementaire d'un parti de gauche, par exemple, si il est trop associé à de la casse, à la rue. T'sais. Et moi, ce que j'appellerais le paradoxe du partenariat, c'est qu'au fond, pour les organismes qui peut-être sont les moins spontanément invités à la table, dans les espaces de concertation, dans les espaces où les décisions se prennent finalement, là, comme les organismes communautaires, qui finalement, ce qui leur permet d'agir comme des partenaires, c'est le conflit. Fait que c'est comme s'il y a ce soubassement au partenariat pour les groupes avec, disons, un peu moins de pouvoir institutionnel, qui est d'être capable de s'engager dans des processus de contestation, de mobilisation, de finalement un peu forcer la porte. Puis, il semble avoir un ralentissement finalement de cette capacité à forcer la porte en ce moment. Les groupes communautaires peinent de plus en plus à se faire entendre par le gouvernement. Puis je pense que ça pose la question de comment que les stratégies peuvent être renouvelées pour permettre finalement à ces groupes-là de continuer à se faire entendre. Ou si on est finalement condamné à continuer à justement faire un peu comme ça a été fait ce matin dans l'est de l'île de Montréal, puis à différentes occasions, de comme perturber pour être capable d'avoir une plateforme, en se la créant soi-même finalement, en invitant les journalistes après ça à venir nous parler. Puis après ça, il y a des élus ou des personnes qui s'arrêtent devant finalement le rassemblement ou pour s'adresser aux porte-parole. Mais il y a ces questions-là de savoir comment on parvient à se constituer comme des partenaires sur le long terme. Tu sais. Puis est-ce que ça nécessite toujours cette part de conflit? Donc, je passerai après ça au deuxième point. Ce que j'ai appelé le travail relationnel tantôt, c'est tout simple. Je pense que c'est l'idée derrière ce concept-là, c'est de prêter attention aux pratiques qui permettent d'entretenir des liens avec les autres. On parle souvent en travail social, en sociologie, du lien social. Ça revient beaucoup, cette idée-là, les liens sociaux, l'importance du lien social. Il y a même une revue qui s'appelle Lien social et politique, par exemple. Mais je pense que ça vaut la peine de donner un contenu empirique plus clair, en fait, à la notion de lien social en se disant, ben, concrètement, comment on les établit, comment on les entretient. Et puis moi, j'ai identifié, disons, 4 processus principaux, là, 4 formes d'interaction qu'on entretient avec les autres qui permettent d'établir ces liens-là. Il y a ce que j'ai appelé l'accompagnement, l'encouragement, l'inclusion, puis la gestion des conflits. Donc, l'accompagnement, je dirais que c'est
cette dimension des liens ou des relations qu'on a avec les autres qui nous permettent de parvenir à certaines fins. C'est un peu la dimension, je dirais, matérielle. Tu sais, par exemple, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour avoir accès à un logement social, tu sais, vous allez avoir vraisemblablement de l'accompagnement pour ça. Et puis, c'est quelque chose qu'on fait à différents niveaux. On s'accompagne mutuellement dans des processus d'apprentissage pour avoir accès à certaines ressources, à certains services ou pour atteindre des buts qu'on voit de différentes manières. Donc, c'est ce que j'ai appelé l'accompagnement. Je dirais que l'encouragement, c'est le volet plus un peu émotionnel de la chose. Si vous soutenez un locataire qui est menacé d'éviction, vous allez faire de l'accompagnement pour l'aider, lui, l'informer de ses recours et tout ça. Mais une grande partie du travail qu'on fait avec cette personne-là pour gagner sa confiance, c'est aussi de l'encourager ou plutôt de l'aider à contourner ou affronter le risque de découragement, de défaite, de juste se dire ça ne vaut pas la peine, je vais juste quitter, c'est trop de pression, c'est trop gros. Quoi. Donc, il y a ça qui, je pense, est important. Ce que j'ai appelé l'inclusion, ben, c'est l'idée de créer une identité collective, finalement, de sentir qu'on appartient à un mouvement. C'est souvent ce qui permet l'implication à long terme, c'est quand les gens se sentent appartenir à quelque chose qui les dépasse, finalement, que ce soit une organisation, un mouvement ou autre. Mais ce sentiment d'inclusion dans une entité plus abstraite, comme le mouvement pour le droit au logement, joue pratiquement toujours sur les relations plus concrètes, plus interpersonnelles qu'on établit avec certaines personnes dans l'organisation, dans le mouvement. Et finalement, la gestion des conflits, ben, c'est de reconnaître banalement que on ne s'entend pas tout le temps. Je veux dire, puis pour que les liens perdurent dans un groupe, dans une initiative, il faut parvenir à trouver des manières productives d'adresser les différences, puis les différents à l'intérieur du groupe. Puis ce que ça permet finalement, tout ça, ce travail relationnel réussi, et quand on parvient à entretenir des liens de confiance avec les gens, c'est que, comme je vous disais matin, il y a eu une action, les gens sont arrivés à 7 heures, je veux dire, au club de golf d'Anjou. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le réseau de transport en commun à Montréal, mais Anjou, c'est vraiment pas si évident de s'y rendre, surtout à cette heure-là. Donc, pour que les gens, ce qui veut dire que la plupart des gens sont probablement levés à peu près 5 heures du matin pour arriver à cette action-là, puis il y avait une trentaine de personnes. Ils se sont déplacés parce qu'il y avait des établissements puis l'entretien de liens de confiance qui avaient été faits en amont, entre autres par des comités de logement. Puis ça permet d'agir ensemble. C'est ce que j'appellerais la capacité d'action collective. Je pense que ce qui est important de garder en tête, quand je parlais de flexibilité stratégique, c'est de parvenir à un équilibre qui est fin entre les usages coopératifs puis les usages conflictuels de cette capacité d'agir ensemble. Parce qu'à certains moments, quand on est dans un groupe qui est efficace, qui parvient à atteindre ses fins, il y a des moments dans notre action collective où il faut être capable d'agir comme un partenaire. Ça permet d'avoir accès plus facilement à de l'information, ça permet d'établir des contrats, ça permet de faire avancer certains projets. Mais à certains moments, il faut être capable de faire pression, il faut être capable de contester, il faut être capable finalement de se faire entendre sur d'autres modalités. Et puis, je pense que c'est ce qui permet à des groupes d'avancer, je pense, notamment des comités logement, comme j'en ai parlé, ou même des organismes qui développent du logement, c'est d'être agile finalement dans cet équilibre à maintenir entre une approche plus constante, une approche plus confrontationnelle. Et puis, je vais conclure sur la question de la recherche finalement, et puis après, ça laissera plus de temps pour l'échange. Au fond, dans le cadre de mon travail avec les comités, j'agissais comme chercheur, je dirais nominalement, mais je n'ai jamais porté ce chapeau-là. C'est comme, je me présentais comme chercheur par souci de transparence, mais à partir du moment que c'était nommé, ce que j'ai été pendant 4 ans, c'était un intervenant communautaire sur le terrain. Puis je pense que c'est important d'être capable de jouer de ça, de le prendre en compte, surtout quand on fait une recherche terrain avec des communautés en situation de pauvreté ou qui font face à différents défis sociaux. De se rendre compte qu'en tant que chercheur et chercheuse, on a une position de privilège qui est évidente. Je veux dire, on appartient à l'université, qui est un milieu prestigieux, avec des opportunités d'emploi importantes, qui est un des principaux vecteurs de mobilité sociale ascendante. Mais je pense qu'on arrive sur le terrain avec une posture, avec un statut qui est particulier, puis on ne s'y engage pas pour les mêmes raisons. Si on s'en tient à notre rôle de chercheur, finalement, on est sur le terrain parce qu'on a des questions de recherche à résoudre. Et puis finalement, notre présence est une méthode pour parvenir à mieux comprendre ou à mieux cerner tel phénomène. Ce qui, pour moi, je pense, pose la question de 2 types de communautés qu'on peut établir dans nos terrains. Moi, je suis très partisan de l'idée de réfléchir d'avance à la postérité de nos recherches. Ça ne prête pas à tous les projets, mais je pense qu'il y en a qui gagnent à intégrer ça. Là.
la question finalement de comment que, au-delà du projet de recherche, du fait de répondre à certaines questions, puis on identifie nos méthodes, on a une section entrevue, on a une section observation participante, voir comment que notre processus de recherche participe à la constitution de deux types de communautés ou à leur entretien, les communautés d'interrogation puis les communautés de pratique. Communauté d'interrogation, c'est de reconnaître qu'en tant que chercheur ou chercheuse, on n'est pas isolé. On se pose des questions qui ont été posées par plusieurs autres personnes. Puis c'est de voir le type de dialogue qu'on entretient avec les personnes qui actuellement sont engagées sur ces questions-là aussi. Donc, c'est vraiment prêter attention à la dimension sociale, de la production, du partage, puis du peaufinage des connaissances. Communauté de pratique, pour moi, c'est de réfléchir un peu aux usages publics de nos recherches, puis d'avoir une certaine humilité par rapport à ça, de reconnaître en toute modestie qu'il y a un effort de traduction souvent qui doit être fait pour que nos résultats, pour que nos observations soient audibles à l'extérieur des milieux de la recherche. Je m'exprime actuellement d'une manière qui est comme, comment dire, qui est convenable, qui, je veux dire, s'intègre dans un contexte de colloque universitaire. Donc, je veux dire, on saisit un peu les enjeux, puis si je me situe à un certain niveau d'abstraction en parlant de concepts comme le paradoxe du partenariat et tout ça, mais je pense qu'il faut être capable de jouer un peu de notre rôle de traducteur et de traductrice pour augmenter l'impact social de nos recherches, finalement. Donc, voilà, ça conclurait un peu mes réflexions en vrac. Puis, je pense que ça laisserait plus de temps pour l'échange avec le public. Mais merci encore pour l'invitation.